Salut à vous les initiés de la littérature. Aujourd'hui on est sur un deuxième book haul qui m'a inspiré sur mes recherches à propos de mon livre Humanité déchue, donc un livre d'épouvante fantastique horreur qui va reprendre le fantastique comme une métaphore par rapport au symbolisme. J'avais fait un premier book haul où je montrais toutes mes références dans ma bibliothèque qui parlaient des légendes obscures. Là cette fois-ci on va rentrer dans un contexte un peu plus global du fantastique, un symbolique plus vaste, qui peut être aussi bien utilisé pour l'horreur mais également pour de la fantaisie ou même pour faire des contes. On va commencer par celui-ci. Alors, le plus ancien des contes humains, c'est sur la Mésopotamie. Alors celui-ci c'est cool parce que c'était une amie qui me l'a ramené d'une boîte à livres parce qu'elle savait que j'adorais ce genre de bouquin. Là, ce sont les histoires des mythes et légendes qui sont racontées sous forme de contes, donc dans l'époque de la Mésopotamie. C'est assez intéressant parce qu'on peut voir également déjà à cette époque l'histoire du déluge avait déjà été créée, avait déjà été faite, et on a d'autres références qui continuent et qui perdurent ainsi, donc il est assez intéressant. Et en plus, il se lit assez facilement. Si vous aimez les mythes et anciens, les plus vieux contes de l'humanité, justement, je vous le conseille. Un autre, alors là, parce que je suis fan, comme beaucoup de personnes, de l'égyptologie, et plus particulièrement plus des dieux que des dynasties en elles-mêmes. La plupart des grandes recherches, la plupart des découvertes sur le sujet ont été faites, et plus que ça, là ce qui m'intéresse énormément, c'est que des historiens, des experts, ont mis des commentaires, ont rajouté du texte à côté pour dire en quoi ça avait des références. Par exemple, Horus, qui est un des dieux les plus respectés, avait donc une tête de faucon, et de cette tête de faucon, on pensait que les toutes premières dynasties de l'Égypte avaient pour emblème un faucon, et en fait que les dieux ne seraient que leur propre référence du passé. Donc je trouve ça tout à fait intéressant. Dans celle-ci, dans le mythe d'Osiris, on raconte encore une fois l'histoire de Horus. Son père Osiris a été assassiné par son frère Seth. Horus, pour ne pas être assassiné par Seth à son tour pendant qu'il était petit, on l'a désolidarisé de sa famille, on l'a envoyé ailleurs pour pouvoir préparer sa vengeance pour le meurtre de son père. C'est Anubis qui l'emmène dans un marécage. Durant son enfance, il l'élève là-bas, il l'entraîne au combat là-bas. Alors, un jeune élu, avec son père qui est tué par le grand méchant, il est entraîné par un personnage à grandes oreilles. Dans un marécage, moi clairement, ça me rappelle une histoire très très connue. Je sais pas si, par exemple, la licence Star Wars a directement pris sur l'histoire d'Osiris ou si c'est tout simplement implanté dans leur inconscient. Alors là, on va passer dans mes favoris, ceux qui sont mes références numéro 1. Alors, le dictionnaire des symboles, ça c'est un petit bijou. Là, on se rend compte qu'à chaque chose, chaque élément qui est autour de nous, les symboles, que ce soit une simple pierre, une montagne, ou voir, un meuble, une maison, tout est symbole. Tout est métaphore, et grâce à ça, on les connaît. En plus de la métaphore, en plus de créer de la fantaisie avec, je trouve ça tout à fait pertinent pour pouvoir analyser ses rêves. En fait, j'aime beaucoup plus les livres de symbolisme général pour pouvoir interpréter ses rêves que les livres que j'ai un peu lus sur le sujet, qui sont un peu des dictionnaires, mais qui parfois sont trop ciblés ou trop personnels, je trouve. Alors qu'en vérité, moi si je vois, un crocodile ou une brouette dans un de mes rêves, si vous voyez un crocodile et une brouette dans un de vos rêves, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Ce n'est pas généralisé. Parce qu'il peut y avoir plusieurs sens. Et un dictionnaire des symboles, c'est pour cela que je le trouve plus pertinent qu'un dictionnaire des rêves en règle générale. D'ailleurs, j'ai fait un post sur comment rédiger un journal de rêve. Vous pouvez le consulter si vous voulez. Je vais d'ailleurs faire un autre post sur le sujet très prochainement qui va être comment interpréter ses rêves. Donc toujours dans la même lignée, parce que j'adore ça. Dictionnaire des symboles, le deuxième. Donc même sujet, ça c'est juste pour élargir les références, pour voir des comparaisons par rapport au premier. Et un coup j'avais vu celui-ci, alors dictionnaire des symboles, et là en fait... Les plus perspicaces ont pu le voir, mais en fait c'est exactement le même. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter 2 fois la même référence et d'avoir complètement oublié que vous l'aviez en fait. Celui-ci j'avais pas oublié que je l'avais, mais je croyais que c'était vraiment 2 éditions différentes. Si ça vous est déjà arrivé, un truc dans ce genre-là, mettez-le en commentaire, je me sentirai moins seul. Voilà, donc ces 2 références-là sont vraiment excellentes, je trouve, dans un contexte généralisé. Que ça soit aussi bien pour pouvoir faire des métaphores dans son style d'écriture que pour de la fantaisie, bref, c'est génial. Là, cette fois-ci, je vais vous en présenter un qui va particulièrement intéresser ceux qui écrivent de la fantaisie. Mais vraiment, alors que ce soit de la dark fantasy ou même quelque chose de plus lumineux, même des contes de fées, celui-ci. Petite encyclopédie du merveilleux.
Elle est incroyable, elle est illustrée. Alors c'est très vulgarisé parfois, par contre. Mais l'air de rien, elle me sert parfois pour faire mes posts contre les légendes. Alors pas tout le temps, mais ça peut me servir de petit point d'appui parfois. Et en fait, dans ce livre-là, il y a aussi bien alors des choses très connues, comme des licornes, ou à la rigueur, il peut y avoir également tenez, les Amazones. Donc le bouquin est illustré. Et c'est grâce à ce bouquin-là que j'ai pu savoir d'où venait le mot brownie. Le brownie, oui, le petit gâteau au chocolat. Ça provient en fait d'un petit singe. C'est une légende anglaise. C'est un petit singe en fait qui fait le ménage chez les gens. Et le seul moyen de paiement qu'il réclame, c'est qu'on lui offre en paiement un petit gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat, voilà. Donc on appelle ça le brownie. Voilà, et c'est marqué dedans, je trouve ça excellent. On va voir cette fois-ci les sociétés secrètes. J'adore les histoires de sociétés secrètes. Voilà, celui-là, c'est plus une sorte de bouquin historique qui va référencer différentes sectes qui ont existé ou différents groupuscules, même politiques. Bien sûr, les Illuminati seront dedans. On va pas y échapper. C'est pas non plus un livre de complotistes, je trouve ça intéressant, c'est vraiment un livre historique. Justement, les sociétés secrètes, ça m'aide pas mal pour Humanité déchue, parce que je les ai pas encore mis dans le premier volume, mais je commence à les mettre dans le deuxième. Il y a une organisation secrète et je puise vachement dans ce livre-là et dans d'autres références à côté pour me dire, quels sont les trucs cool que je pourrais reprendre. On va en avoir un autre, l'effet étrange et extraordinaire. Alors là, c'est un fourre-tout. Pareil, joli avec des photos. On a aussi bien l'effet inexpliqué. On va avoir différents faits inexpliqués, comme par exemple la maison de Winchester, mais également différentes cultures. Par exemple, on peut en apprendre sur le bouddhisme, on peut en apprendre sur le Tao, sur le cube magique. Il y a pas mal de choses, ça englobe beaucoup de choses, aussi bien des superstitions, des croyances, des faits inexpliqués. Il est cool. Je vais en avoir un tout petit, le dictionnaire des symboles. On pourrait se dire à quoi ça me sert d'avoir ça quand j'ai tout ce que j'ai déjà. Parce que c'est pas genre dans le train, qu'est-ce que... Non, surtout qu'il y a les portables. Mais en fait, il va expliquer déjà des trucs qui sont assez récurrents, comme l'Ouroboros, comme le caducée. Et ce qui est sympa de savoir, par exemple, étant donné que ce sont des petites définitions assez vulgarisées, on peut en avoir la quintessence. Qu'est-ce que l'humanité a le plus retenu sur ces symboles? En fait, c'est un résumé et je trouve ça aussi tout à fait intéressant. Et là c'est vraiment un kiff. Pas encore à 100% exploité, mais parfois je le fais. Je pense que ça m'inspire pas mal. Là, j'en ai deux à vous présenter dans le même thème. C'est sur les yokai, donc les esprits japonais, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, là, c'est tout un tas de yokai référencés avec des dessins mangakesques. Ça, c'est une grosse référence. Chaque page, une histoire, un dessin, une référence, la culture, d'où ça provient. Magnifique, et j'en ai un. C'est marrant parce que j'en ai un, il est un petit peu plus petit, mais au final, il n'y a pas forcément les mêmes références. Ça veut dire que ça, c'est même pas du doublon. Et il y en a d'autres, des bouquins de cette collection. Et celui-ci, il est tout simplement magnifique. Je vous montre juste une page comme ça, allez, une deuxième. Mais il est génial. Ça peut être pratique pour deux choses. Bon, si on veut écrire une histoire dans le Japon qui s'inspire du Japon, évidemment c'est parfait si on veut faire du fantastique. Mais au-delà de ça, ça peut être pas mal pour pouvoir créer ses propres esprits, regarder un peu les références, voir ce qui est sympa en disant tiens, je pourrais m'inspirer de ça ou de ça, sans forcément reprendre les noms. Tellement de choses à l'intérieur qu'on peut puiser et faire son patchwork de créatures assez facilement avec des références auxquelles on n'aurait pas pensé. Pas forcément sur de mauvais esprits, et pas forcément sur des mauvaises, parce qu'il y a également des esprits neutres chez les yokai. Voilà, donc c'est à peu près tout là pour mes références, qui est déjà pas mal. En tout cas, j'espère que ce book vous aura plu. Et je vous remercie. Laissez un petit commentaire, dites ce que vous en pensez. Et à la prochaine fois.